Madame, bonsoir, messieurs, bienvenue, c'est le Club de la Presse, votre émission interactive sur les antennes d'Afrique Média, la télévision panafricaine. Eh bien, cette semaine encore, nous revenons pour parler des grands sujets qui ont marqué l'actualité au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Et pour cette édition, deux sujets vont nous intéresser particulièrement. Vous savez, l'actualité au Cameroun, c'est le double scrutin du 30 septembre prochain qui continue sa préparation avec la fin cette semaine du contentieux préélectoral à la Chambre administrative de la Cour suprême qui siège comme conseil constitutionnel. On parle d'une trentaine de dossiers qui ont donc été validés par la haute juridiction à la suite donc de 4 jours d'audience du côté donc de la Chambre administrative. Le sujet est donc sur la table du Club de la Presse pour faire un bilan à mi-parcours partant des investitures des candidatures jusqu'à ce contentieux préélectoral. Qu'en pensent nos panélistes? La suite, vous la saurez dans quelques instants seulement. Nous allons également parler de cette situation plutôt dangereuse à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine où le 19 août dernier, un officier de police camerounais a donc trouvé la mort à la suite d'une attaque des rebelles de la Séléka qui ont traversé la frontière et sont venus froidement abattre le Camerounais alors qu'il était dans son poste de travail au poste de frontière au niveau de Toktoyo. Quelle est la situation aujourd'hui à la frontière Cameroun-RCA également? Nous allons évoquer le sujet dans le cadre de cette édition du Club de la Presse. Mesdames, Messieurs, voilà pour les deux grands sujets qui meublent cette émission. Et pour ceux qui vont l'animer, je vais tout de suite et maintenant vous les introduire. Je vais commencer donc par Denis Ongba. Il est journaliste. Il officie notamment au ministère camerounais de la communication. Denis, bonsoir et bienvenue sur le Club de la Presse. Bonjour Patrick, merci de m'inviter à ce plateau, à ce débat citoyen qui permettra, j'en suis sûr, aux auditeurs d'avoir une meilleure idée de l'actualité dans notre pays. Voilà, avec vous, on sait que actuellement, vous regardez certainement le sport. Le Cameroun fait plutôt des belles choses du côté de l'afro-basket en République de Côte d'Ivoire. C'est on va dire, une victoire en demi-teinte parce que on peut aujourd'hui se satisfaire de manière tout à fait notable de ce que les basketteurs camerounais font. Mais lorsqu'on regarde la manière dont ces sportifs se sont préparés, on peut être gêné. On peut être gêné parce que on a le sentiment de manière globale qu'au Cameroun, seul le football intéresse les pouvoirs publics. Ces basketteurs se sont préparés dans des conditions lamentables. Ces basketteurs n'ont pas eu le soutien du gouvernement, ils se sont entraînés eux-mêmes. Je voudrais signaler le cas de Mbamouté, qui est un basketteur international qui joue au championnat américain, qui a dû payer lui-même son assurance pour arriver au Cameroun, qui n'a pas été pris en charge par l'État du Cameroun. Et donc je voudrais dire que ces jeunes gens-là font honneur à la patrie, mais il faut que l'État du Cameroun cesse de voir le sport camerounais seulement la dimension du football. On est parfois heureux de voir que le chef de l'État s'implique lui-même pour arranger les situations du football. On voit le gouvernement faire des grandes actions autour du football, mais les autres sports sont un peu oubliés et je crois que c'est dommage pour le sport camerounais. Comme tu dirais, au Cameroun, il y a des sports mineurs, malgré ce que le chef d'État avait lui-même dit, qu'il n'y avait ni de sport majeur, ni de sport mineur. Merci donc à vous, Denis Omba, d'avoir fait le déplacement de nos studios de Yaoundé. Je rappelle que nous sommes en direct de la capitale politique du Cameroun. Également invité au Club de la Presse, Eric Foyette, c'est un ingénieur. Il est surtout militant du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Eric Foyette, bienvenue sur le plateau du Club. Bonjour à toutes les personnes qui aiment le MRC et qui désirent le changement au Cameroun, tout particulièrement à tous mes camarades du MRC et à toutes les populations qui suivent à la diaspora l'actualité politique et socio-culturelle du Cameroun. C'est un honneur d'être sur votre plateau et je vous remercie pour l'invitation. Voilà, merci donc à vous d'être venu. On va rester en sport dans ces sujets d'entrée. On a longtemps discuté cette semaine au Cameroun sur l'ambiance qui prévaut actuellement à la Fédération camerounaise de cyclisme où on note que le comité olympique avait annulé une élection, mais le président a tout de même été installé. Ce qui étonne encore le plus, c'est que c'est le ministre en charge des questions sportives au Cameroun qui a lui-même pris en main le dossier du prochain Tour international cycliste Chantal Biya, dont on annonce la tenue finalement au mois d'octobre prochain, alors qu'on savait que l'UCI avait suspendu le Cameroun. Comment est-ce que vous vivez cette actualité? C'est
quand même assez spécial dans un pays où la FECA cycliste ne fait qu'une activité, le Tour Chantal Biya, encore que ce tour aurait pu avoir un autre nom. Mais je suis quand même assez curieux de voir l'énorme somme d'argent qui sont dépensées à ce tournoi. Et en réalité, la seule activité où le ministère, la fédération pardon, camerounaise de cyclisme n'a pour activité permanente chaque année que ce tour. On n'organise pas de préparation. Je veux dire que ces deux tours-là précisément, mais on n'organise pas de préparation, on n'organise pas des enrôlements pour préparer les jeunes cyclistes à aller dans les compétitions, on ne forme pas. Et vous avez entendu dans ce ministère ou dans ce département ministériel qu'il y a beaucoup de frasques financiers, beaucoup de journalisme qui se plaignent. Et dans Toulouse, un peu comme dans toutes les fédérations camerounaises, c'est du foutoir. Il faudra à un moment donné se reposer les questions, reformuler les choses. Mais je crois aussi que lorsqu'il y a beaucoup d'argent quelque part et qu'il n'y a pas un bon regard, malgré la CONAC, la NIF et autres, qui sont des structures qui ne servent pas à grand-chose dans notre pays, on ne peut que se retrouver avec de tels résultats. Voilà, merci donc à vous, Eric Foyette. Je rappelle que nous attendons d'autres invités sur ce plateau, notamment Georges Gilbert Baola, qui va nous retrouver dans le cours de cette émission, ainsi que le docteur Ramani Iye, qui sera également de notre pour commenter donc ces deux sujets que je viens d'évoquer d'entrée de jeu de cette émission. On va donc tout de suite et maintenant entrer de plein pied dans le premier thème qui nous concerne cet après-midi, à savoir donc les législatives municipale du 30 septembre prochain. Cameroun Tribune, dans sa parution de vendredi, titrait que c'était donc le bout du tunnel, parlant donc de ce vaste contentieux préélectoral. On a enregistré un peu près de 300 cas de revendications. Il faut noter qu'il y a une trentaine seulement de dossiers qui ont connu une fin heureuse, un bilan que d'aucuns ont taxé de maigre, étant donné que beaucoup d'autres plaignants se sont retirés d'eux-mêmes quand ils n'ont pas été déboutés par la cour que dirigeait donc le magistrat Clément A. Tangana. On revient donc sur le plateau pour faire un premier commentaire de l'ambiance qui a prévalu du côté donc de la chambre administrative de la Cour suprême. De manière globale, que peut-on dire de cette audience qui finalement aura duré 4 jours? On ne s'attendait pas à ce que ça mette aussi long. Vous savez, c'est à mettre au crédit des magistrats de notre pays, à mettre au crédit de la Cour suprême qui siégeait comme Conseil constitutionnel, qui a fait un travail, on va dire, important. Et je veux dire d'emblée qu'il s'agit là de la manifestation même de la démocratie, parce qu'au fond, le contentieux électoral est la preuve, au moins que ceux qui ne sont pas contents, ceux qui étaient insatisfaits pour la plupart, parce que, il faut le dire, les partis se sont préparés quand même de manière... on va dire à la va-vite, parce que pour la plupart, la convocation du corps électoral n'était pas inscrite dans un agenda qui était connu, et donc les partis se sont un peu pris en voici, en voilà, et pour la plupart, les présélections à la base n'ont pas été acceptées par tous, et donc c'est le contentieux électoral qui a été, on va dire, le recours pour la plupart d'entre eux. Mais on peut aussi être, je veux dire, embarrassé par le nombre important de dossiers qui ont été proposés à la Cour constitutionnelle. On peut remarquer que, d'une manière générale, tout le monde n'est pas d'accord. Le processus électoral pose encore un problème en matière de consensus. Les gens ne sont pas d'accord et je crois que les instances qui ont en charge l'organisation des élections au Cameroun mériteraient peut-être de mettre en place un calendrier qui soit je crois, un consensus, parce qu'une démocratie, c'est aussi ça, c'est-à-dire le consensus démocratique, le consensus politique. Il n'est pas normal qu'en 2013, dans un pays comme le nôtre, qui voudrait mettre en place une démocratie, comme le chef de l'État l'appelle lui-même apaisée, qu'on n'ait pas des dates, notamment sur les élections. Ça amène un peu tout le monde à se prendre à la va-vite, tout le monde est surpris. On a vu ça dans les sénatoriales où on parlait d'actes de naissance, de certificats de naissance, où les gens ne savaient même pas exactement de quoi il s'agissait. Je crois que ce n'est pas de nature à rassurer tout le monde, parce qu'au finish, il s'agit de la gouvernance de notre pays. Et pour qu'on ait, j'allais dire, des représentants qui fassent le consensus, il faudra au moins que le minimum, à savoir les dates. Quand est-ce qu'on va au municipal? Quand est-ce qu'on va au législatif? Quelles sont les pièces? Comment est-ce que les gens se préparent? Je pense qu'à mon humble avis, cela permettra à notre processus électoral et aussi aux électeurs d'être rassurés, parce qu'il y a, au finish, dans tout ça, la question de la confiance de ceux qui vont élire. Parce qu'au-delà de ça, on se rend bien compte que le peuple qui devra aller
voter les Camerounais, lui aussi peut se sentir inquiet. Pourquoi il y a tant de contentieux? Pourquoi ces gens-là même ne sont pas d'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes? Est-ce que finalement, nous-mêmes, nous n'avons pas intérêt à aller dans cette affaire où il y a déjà tant de problèmes? Je crois qu'il faut aussi faire ces études-là pour qu'au finish, on ait quand même un processus électoral qui arrange toutes les parties qui sont mises en présence. Voilà, et Eric Foyette, je vous ai vu esquisser un sourire au début du propos de Denis Onga quand il parlait de la manifestation de la démocratie. Vous ne partagez pas cet avis-là, vous qui aviez aussi suivi le contentieux, étant donné que votre parti, le MRC, était aussi intéressé. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que je ne veux pas dire ici quelque chose pour nuire, mais je ne veux pas non plus dire des choses pour plaire. Je ne suis pas fonctionnaire comme mon ami d'en face. Ah, vous pensez que... Non, laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de rechercher un poste, je n'espère pas, je n'aspire pas à un poste. Lorsque des valeurs seront reconnues dans ce pays, les gens gagneront dignement leur vie sans avoir à cirer les bottes. Moi, je voudrais dire très rapidement que ce que j'ai vu à la Cour suprême me ressemble beaucoup plus à de la théâtralisation que réellement de la politique. Je rappellerai à mon ami Omba qui a l'agenda du RDPC de se souvenir de la profession de foi du président de la République. Le président de la République, depuis des années, nous promet que la démocratie va s'améliorer, que beaucoup de choses vont se faire. Mais malheureusement, quand vous voyez 120 communes qui sont acquises au RDPC avec 300 partis politiques en course au Cameroun, moi, on comprend que le jeu politique est faussé. Je me posais des questions, mais pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à la politique? Pourquoi beaucoup de gens trouvent que la solution, l'alternance du Cameroun ne passera pas par les unes? Beaucoup de gens le pensent. Ils pensent que la solution du Cameroun passera par les armes. Mais moi, je dis non. Il faudra à un moment donné qu'on puisse sortir de nos cases, qu'on puisse sortir de nos bureaux et qu'on devienne des acteurs politiques forts pour pouvoir amener une alternance pacifique. Je crois que c'est aussi la politique de notre parti. Je voudrais quand même remarquer ici que si nous, au MRC, on gagne des procès à la haie, ce n'est pas à quelques jets de pierre de Yaoundé qu'on viendra faire des procès. Vous avez remarqué que personnellement, le MRC a gagné pratiquement toutes les requêtes qu'il avait posées. Et je profite de l'occasion que vous me donnez pour saluer ici Maître Sim, Maître Woum, Maître Ndong et le professeur Kamto qui ont pesé de tout leur poids juridique, technique. Je les ai vus travailler acharnement. J'ai vu des gens passer des journées sans manger. C'est très pénible. Je crois que l'État du Cameroun, et si même les partis politiques étaient mieux structurés, on n'aurait pas besoin d'aller jusque-là avec tant de requêtes. Donc vous confirmez quand même que justice a été rendue, puisque là vous citez le cas du MRC dont les dossiers ont finalement abouti. Vous savez, en journalisme, on dit qu'il ne faut pas commenter les décisions de justice. Je ne suis pas celles-là sont définitives. Mais celles-là sont définitives. Vous voyez, en tant qu'acteur politique, je suis un peu gêné. Je vous ai dit tout de suite d'abord d'entrée de jeu que je trouvais que c'était de la théâtralisation. Donc le MRC a profité de cette théâtralisation? Non, pas le MRC. Le MRC a présenté des arguments assez solides. On a la chance, je l'ai dit, d'avoir des avocats émérites qui n'ont plus à présenter leur carte de visite. On a la chance d'avoir un professeur en droit qui sait à quel moment poser des recours et comment les structurer, qui sait aussi comment les défendre. Donc je ne pense pas que c'est à ce niveau que nous avons des problèmes. Je pense, parce que quand je vois la plupart des requêtes, j'ai assisté par exemple à une requête du SIF où je crois, s'il fallait dire le droit de façon tacite, je ne suis pas un expert du droit, et ils auraient eu raison. Mais je n'ai pas compris comment il y a des jeux, des recours. Quand on se rend compte que les délais qui étaient prescrits au Conseil constitutionnel, ou la Cour suprême siégeait en lieu et place, parce qu'on n'est que dans des... C'était folklore, puisqu'ils avaient 5 jours. Voilà. 12 jours plus tard. On se demande dans ce pays quand est-ce qu'on va respecter les lois. Moi, je suis rentré en politique parce que j'aimerais on est dans un pays où il y a de très belles lois, mais on ne les applique jamais. J'aimerais qu'on puisse appliquer les lois qu'on se donne. Autant l'État veut être rigide, veut être légaliste, autant il faudrait bien qu'ils appliquent déjà les lois qu'ils se sont fixées. Je voudrais remarquer ici que la plupart des partis politiques qui ont posé des requêtes ont été déboutés. C'est quand même triste. Quand vous partez sur 120 communes et que vous donnez 120 communes d'entrée de jeu au RDPC, est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ce que le président de la République... Non, il y a beaucoup de choses. Au courant du développement, quand vous donnez 33 députés sur à peu près 180 députés, on se demande si les dés sont encore pipés. Ça fait pratiquement déjà un bureau parlementaire. Moi, je dis il y a quand même un problème. Il faut revoir un bon nombre de choses.
même, ça c'est l'occasion de le dire, les partis politiques devraient mieux travailler. Je ne pense pas que les partis politiques, on peut dire beaucoup de choses, le processus n'est pas bien, quand vous allez aux impôts, on vous empêche de déposer, on vous exige de payer des frais que la loi vous demande, vous exonère, mais on se rend compte très rapidement que il y a un problème, il y a un véritable problème. Notre processus électoral est à refaire, à revoir. Le code électoral est calamiteux. Mais les acteurs politiques, est-ce qu'ils sont à la hauteur? Moi, je comprends tout de suite pourquoi mon grand-père Paul Biya peut dormir tranquille et tout dit. Parce qu'il n'y a pas d'adversaire. Ou les adversaires ne veulent pas vraiment se préparer au combat. Je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'on découvre que le processus électoral est comme il est. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, que les partis politiques, sur 300 partis politiques, je vous dis, monsieur, il y a 300 partis politiques au Cameroun, mais le RDPC s'en va gagnant sur 120 communes, sur 33 députations, et il y a problème. Mais c'est la faute aux autres partis politiques qui ne s'implantent pas de manière... Non, je crois qu'en dehors du MLC au Cameroun, je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement d'autres partis politiques d'opposition. Je crois qu'il y a beaucoup de partis qui sont là pour amuser la galerie. Je vois par exemple le parti de Georges Gilbert Barla, malheureusement il n'est pas encore là, qui n'a déposé dans aucune commune, aucune législative. Mais il a fait une déclaration indiquant que ses militants allaient soutenir le RDPC. Non, je crois que je vais attendre qu'il soit sur le plateau pour dire certaines choses en face. Mais je crois que c'est justement ces partis politiques qui meublent la scène politique et qui rendent fort le RDPC. Je crois qu'il faudra à un moment donné challenger véritablement ce parti qui ne vaut rien. Parce que quand vous enlevez le chef de l'État, vous enlevez la pression gouvernementale, ce parti n'a pas véritablement de statut. Bon, vivement que les partis comme le MRC deviennent encore beaucoup plus forts pour pouvoir montrer cela aux yeux du grand public. De toutes les façons, on vous comprend bien, vous ne pouvez prêcher que pour votre chapelle. J'ai quand même sous les yeux des réactions qui ont été recueillies par nos confrères de Cameroun Tribune au sujet donc de ce contentieux préélectoral. On va commencer par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui est par ailleurs secrétaire général adjoint du RDPC, qui déclare que le droit a été exprimé. On peut faire un commentaire. Il a raison ou pas, Denis? Il a raison, Patrick. Je ne voudrais pas laisser Rick Foyer dire des choses graves que je viens d'entendre, notamment que le code électoral est archi mauvais, que le RDPC n'est pas un parti politique. À votre avis? C'est un code perfectible, mais c'est un code électoral qui est d'ailleurs une production du Parlement camerounais. Je refuse qu'on essaye de penser que le système électoral au Cameroun vaut zéro. Non, je crois qu'il est perfectible. Et je voudrais quand même dire deux ou trois choses à la suite de son propos. La première chose, c'est que l'arène politique est une jungle. Il s'agit d'un combat politique. Moi, je comprends sans être du RDPC que le RDPC fasse ce qu'il doit faire ou ce qu'il a à mesure de faire pour gagner autant de députés qu'il faut. Il appartient à l'opposition de s'organiser. Il appartient à l'opposition de se donner les armes qu'il faut. Il ne s'agit pas de pitié. Ça, c'est d'un de deux. Moi, je voudrais rendre hommage à la justice camerounaise qui a pour une fois, quand même, on a vu, pour le cas du MRC, pour n'évoquer que celui-là, il y a quand même eu des entorses lors du dépôt de ces dossiers et la justice a été rendue. Je voudrais rendre hommage à la justice pour ce cas-là et dire aussi que même si nous sommes tous d'accord qu'il y a à faire, même si nous sommes d'accord qu'il y a des choses à revoir, c'est un processus électoral, le terme est consacré processus, c'est une marche qui, à chaque fois, a des choses à revoir, a des choses à améliorer, et cette amélioration-là n'est pas seulement celui du RDPC, c'est la responsabilité du peuple camerounais, c'est la responsabilité des partis politiques, c'est la responsabilité de nous tous. Il ne s'agit pas d'abandonner l'État au RDPC. Lorsque Éric Foyer évoque par exemple la question liée au RDPC qui s'octroie les partis politiques, ce qu'il faut dire et qui est vrai, aucun parti d'opposition n'est installé au Cameroun comme le RDPC. C'est une vérité d'évangile. Le RDPC, je veux bien, mais c'est une organisation qui est installée partout, qui est le seul parti qui compétit dans toutes les circonscriptions électorales, qui est le seul parti politique qui est capable de te présenter un militant n'importe où. C'est un travail qui a été fait pendant de longues années, notamment un peu plus de 20 ans. Donc je crois qu'il faut aussi dans notre combat pour que ce système électoral, parce que, et là-dessus, moi, je peux indexer l'ECAM parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe de cible. Je pense que la responsabilité de l'ECAM dans ce processus électoral est de garantir l'impartialité. Si l'ECAM échoue dans sa mission d'être l'arbitre qu'il faut, d'être celui qui doit effectivement faire j'allais dire la part des choses, parce qu'il y a une confusion parfois pernicieuse qui laisse penser que ce sont les militants des partis politiques qui vont voter, que non, ce sont des exemples qui traduisent que même en face,
il n'y a pas de différence. Et on peut effectivement voir comment le peuple camerounais est embarrassé pour dire que lorsqu'on est dans une mare d'eau et qu'on n'a pas finalement aucun parti politique qui propose différent, qui amène la contradiction, on peut finalement se ranger vers le RDPC qui à l'heure actuelle est le parti le mieux structuré, le parti le mieux organisé et qui, à partir d'une stratégie que nous pouvons contester, notamment l'usage des pouvoirs de l'État, notamment le mélange parfois malsain entre l'État et le politique, on ne voit pas les frontières, mais on arrive quand même à la conclusion que l'opposition a abandonné le terrain, l'opposition ne brille pas par une stratégie de conquête, par une stratégie efficace capable de renverser la grosse machine qu'est le RDPC, et les résultats sont là pour le dire. Même si je suis d'accord avec M. Foyet qu'il faut revoir un ensemble de choses pour parfaire ce processus électoral. Voilà, une question pour Éric Foyet, justement, vous parliez de stratégie. Il y a Serge qui envoie ce message depuis la cité Sikam à Douala. Il demande justement quelle est la stratégie du MRC pour le double scrutin du 30. Et il fait un constat selon lequel le MRC, d'après ses propos, est bondé d'avocats. Donc, c'est une question qui vous est adressée par rapport à ce scrutin-là du 30 septembre prochain. C'est vrai que vous me direz que vous n'allez pas dévoiler vos armes avant le combat, mais quand même nous dire comment est-ce que le MRC entend s'y prendre pour le prochain scrutin. Oui, je voulais déjà saluer mon ami, et certainement un sympathisant du MRC à Douala, pour lui dire que de toutes les façons, j'ai entendu beaucoup de gens parler de stratégie gagnante, de stratégie à l'appel. Je ne crois pas qu'il y a de miracle. S'ils pensent qu'à Douala, pratiquement, il a besoin d'un changement, s'ils pensent qu'à Douala, il faudrait à un moment donné que des choses évoluent, s'ils pensent que le MRC, c'est un parti qui peut avoir un mérite, eh bien qu'il aille tout simplement voter le 30 septembre le MRC, tant au législatif qu'au municipal. Et puis je crois qu'il n'y a pas une plus grosse stratégie que celle-là. Vous savez, je ne suis pas au bureau politique du MRC pour pouvoir dévoiler la stratégie. Je ne pense pas qu'il y ait un militant honnête, même du bureau politique, qui pourrait venir sur des antennes dévoiler la stratégie du MRC sur les antennes. Et je voulais lui dire rapidement qu'au MRC, moi je suis ingénieur en télécommunication, au MRC il y a de tout. Il y a des étudiants. Le plus jeune candidat de ces élections s'appelle Denis Emilien Atangana, que je pense qu'il sera certainement le prochain maire de Monatélé. Il n'est pas un ingénieur, il n'est pas un avocat, il est un étudiant en sciences politiques à soi. Donc qu'il sache que le MRC n'est pas que bondé d'avocats. Il y en a certainement parce qu'ils font aussi partie du Cameroun, mais le MRC n'a pas que cela. Je profite de l'occasion du fait que l'aîné Banla est sur le plateau. On va justement permettre d'abord de l'introduire parce qu'il faut déjà qu'il prenne le bain. Nous avions déjà commencé cette émission. Merci déjà d'avoir fait le déplacement. Georges Gilbert Banla, c'est donc le président d'un parti politique qui est déjà assez connu au Cameroun. Alors, Georges Gilbert, bienvenue sur le plateau du Club de la Presse. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs du Club de la Presse Afrique Média. Voilà, nous étions donc déjà dans le débat qui concerne donc les législatives et municipales du 30 septembre prochain pour parler de la fin du contentieux préélectoral. Question pour nous de faire une sorte de bilan à mi-parcours, partant des investitures des candidatures jusqu'à donc à cette trentaine de dossiers qui ont été réhabilités. Comment est-ce que vous avez vécu cette ambiance-là ? Moi, je pense que déjà, il y a un problème de jurisprudence qui va se créer à travers notre tribunal. Le tribunal, disons que compétent, je voulais dire... la Cour suprême. La Cour suprême. Parce que quand vous regardez les fondamentaux et les requêtes introduites, parfois, on se retrouve avec des requêtes qui sont cooptées par eux. Ils savent pourquoi. Parce que la loi dit que si vous n'avez pas respecté, par exemple, les délais, vous encourez, disons que très rapidement comme ça, au dol, disons qu'attendu. Mais moi je pense qu'il y a un problème d'une école de démocratie au Cameroun. Et la justice, je la félicite à 50% pour leur implication au niveau de, disons que, je vous l'ai dit, du jugement technique sur le plan juridique. Je veux me fonder sur des faits. Un seul fait, par exemple, au premier plan, pour dire que, vous savez, c'est au Cameroun qu'on trouve des partis politiques qui n'ont pas de siège.
c'est déjà disons que c'est déjà des partis qui n'ont pas de siège. Là, vous soulevez le peu de sérieux de ces formations politiques. On trouve les partis politiques qui utilisent des entités publiques comme siège. On trouve un opportunisme de militantisme. Il faut refondre le militantisme. Il faut refondre ce qu'on appelle la classe politique camerounaise. Et ça fait aujourd'hui que quand vous regardez par exemple celui qui vous a fait, je vous l'ai dit, de la commission, je crois que c'est Clément, Atana Clément, dans la chambre administrative. sa femme est dans la course. Il n'a aucune éligibilité juridique pour statuer sur les dossiers. Parce qu'il y a une compromission. La loi est claire. Quand la loi dit que vous ne devez pas avoir un intérêt. Donc il est juge parti. Il est juge parti. C'est pour ça que j'ai parlé d'une école d'apprentissage de démocratie. Sa femme, je crois qu'elle est candidate du côté de Mbalmayo. Vous comprenez à peu près. C'est comme Chantal Biya devenait candidate en Vomeka. Donc automatiquement, vous savez ce qui va suivre. Le jeu est biaisé. Vous comprenez à peu près. Ça, c'est le cas sur le plan, par exemple, judiciaire, ou bien juridique, pardon. Je voulais maintenant me fonder sur l'anthropologie organisée autour des entreprises politiques. On ne peut pas avoir pour quelqu'un qui fait ce qu'on appelle un leader, il a des assiettes et des vieilles casseroles. C'est ce que nous reprochons tous au régime en place. Nous disons, il gère mal, il faut qu'il nous rende compte. Mais quand quelqu'un est déjà dans le train de la mangeoire, et il est à la tête d'un parti politique, je me pose des questions. Si entre la diatribe parti politique et une autre diatribe, j'ai mangé, et les vieilles casseroles, il va les poser où? Il y a des gens qui sont sous main de justice. L'histoire de Bakassi, j'en ai parlé ici. On m'a pris à tort pour me dire non, monsieur Barra, vous demandez le bilan. On a demandé la restitution du bilan. On a commencé déjà à épingler des ministres. Il y a des journaux qui en parlent. J'étais ici et j'étais le premier, je crois que sur Afrique Média, c'est Afrique Média, qui a eu l'honneur que ce palier soit soulevé. Il y a un certain nombre de ministres qui ont été, disons comme ça, repris. Il y a le ministre de la Communication qui nous doit un peu d'argent. Il y a le ministre de la Défense qui nous doit un peu d'argent. Toujours dans cette logique. Il y a les BAPES et tout ça. Et c'est des faits constants. Vous comprenez? Maintenant, si on épingle Amadou Ali, est-ce qu'on va laisser mon ami comment vous l'appelez, MSC là? Aidez-moi un peu. Le président du MSC. C'est de lui que vous parlez. C'est de lui, je voulais dire qu'il est dans la même assiette. Vous voyez, nous sommes dans un pays qui est difficile. Je croyais que les 76% des jeunes qui ont une homologation, disons, patente dans le chômage industrialisé, pouvaient défendre leur cause, leur avenir. J'ai suivi la diatribe tout à l'heure, avant que je ne sois ici. Quand les gens tiennent compte que, bon, nous faisons ce qu'on appelle un clivage intellectuel, structuré sur le plan académique, nous pouvons donner des leçons à ceux qui sont en face, alors que nous avons des casseroles. Je me pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une corruption autour de ce qu'on appelle la classe politique? Oui. Donc c'est pour cela que je dis que il y a cette école de démocratie qui a pour promoteur M. Biya, légitimement c'est ça. Et les autres suivent comme des étudiants et des élèves. Donc M. Biya est un exemple. C'est pour cela, parce que vous ne pouvez pas, quelqu'un ne peut pas concourir dans ce qu'on appelle dans un événementiel politique, alors que lui-même il a des casseroles. Quand on va interpeller par exemple monsieur, comment on l'appelle, je perds tout son nom là, monsieur Maurice Kamto. Non, celui qui cohabite monsieur Amadou Ali, parce qu'ils avaient pris un peu en son temps, parce que son cabinet a bénéficié d'une expertise de consultant. Vous comprenez à peu près. J'espère que les jeunes qui viennent avec leur savoir, leur génie, vont comprendre que là-bas, c'est du déjà piffé. Et c'est ce que je dis. Il faut faire attention. Alors, et je chute simplement en disant, je chute simplement en disant que je crois qu'un sursaut patriotique, c'est que ceux qui sont entrés dans je dis souvent dans ce train de la mort, une fois de plus, cette fois-là c'est le train de la mangeoire, que ces jeunes quittent. Il faut une nouvelle élite politique. Il faut une nouvelle industrialisation politique pour que nous puissions repenser le Cameroun. Et je crois que M. Biya nous a donné le moyen de nous exprimer, apporter notre génie. Et j'estime qu'aujourd'hui, ça ne souffre d'aucune contestation. Vous comprenez à peu près. Si je finirai en disant simplement que nous avons des magistrats qui sont hors course. Quelqu'un qui est en retraite, qui a été réunitypé une ou deux fois, il veut qu'on le reconduise encore. Vous comprenez? Donc,
Pendant qu'il est juge, il a une pression. Ma requête est à la présidence. Si je ne postule pas, alors qu'on ne lui a jamais demandé. Hein. Monsieur Bien n'a pas dit que quand vous êtes là, vous êtes disons que juge d'opportunité pour un événement politique, parce que vous avez demandé une reconduction pour... une rallonge. Ils ont tout dit, rallonge. Hein? Okay. Donc c'est pas pour cela. Je pense qu'il y a un problème. Il faut que nous repensons pour une nouvelle élite politique. Alors Eric Foyette, vous étiez impatient de prendre la parole tout à l'heure parce que le MRC vient d'être abondamment cité, parlant du président de cette formation politique, qui ne serait pas tout à fait l'homme nouveau que le MRC voudrait présenter aux Camerounais. Premièrement, je ne suis pas l'avocat de M. Maurice Kamto. Je crois que si on a le courage de ses actes, comme il en a d'habitude, qu'il prononce le président Kamto se défendra avec ses armes. Je suis le défenseur du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui est un parti républicain, qui est un parti pacifique, qui veut amener des nouvelles dogmes. Moi, je voudrais quand même rappeler quelque chose de très important d'entrée de jeu. C'est que M. Barola nous a cité un parti qui n'a pas de siège, le RDPC n'en a pas. Il nous a cité un parti qui loue les institutions de l'État ou qui exploite l'État. Il s'agit du RDPC. Ce même RDPC qui l'a bien voulu soutenu par son parti qui n'a comme lui, qui n'a comme militant, lui et peut-être, peut-être ses amis, je ne vais pas dire ses petits amis. Je crois qu'il faut rappeler ici à M. Georges Ibeba que je suis le petit-fils du président de la République, Paul Biya, mais que je ne vois jamais. Lorsqu'il passe à la poste, c'est à 200 à l'heure. Il n'assiste jamais il n'assiste qu'au pose première pierre. Le deuxième pierre, il n'est plus là et les chantiers font 32 ans. Nous, les jeunes, nous sommes jeunes et j'invite tous les autres jeunes qui nous écoutent à être forts, à être courageux parce que M. Barola à quel âge? Même M. Kamto à quel âge? Ce n'est pas eux qui feront le Cameroun de demain, c'est nous. Mais il faut arrêter de dire des choses et de faire croire certaines choses. Le MSC, c'est un parti républicain qui a plusieurs membres. Moi, par exemple, je suis responsable à Bankomo. J'ai pratiquement 3000 militants. Mais je ne pense pas que ces 3000 militants se revendiquent d'être des kamtoïstes comme vous avez des biaïstes. Ils sont du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ils incarnent des valeurs. Donc il faudrait qu'on cesse un débat qui n'a vraiment pas son pesant, donc qui n'a pas son intérêt. Et j'inviterais vraiment le camarade Barola à rejoindre cette formation, qui est une formation qui se veut, qui défend toutes les critiques qu'il a eu l'habitude d'apporter sur plusieurs points, au lieu d'essayer entre guillemets, de choquer le président Kamto, qui est un grand frère, ou de choquer le ministre Amadou Ali, qui va être pris bientôt. On a l'habitude dans ce pays d'insulter les autorités. Moi, je dis, je respecte les autorités, je les critique, comme je critique le chef de l'État, qui est mon grand-père, que je ne vois jamais. Et je dis tout simplement que, vive la démocratie, nous avons encore beaucoup à faire. Oui, justement, vous ne partez pas, parce qu'on a un autre message qui vous intéresse. On pose la question de savoir sur qui compte le MRC pour gagner les élections. Est-ce que ce sera toujours sur la Cour suprême qui aide ce parti à réhabiliter ses candidats alors qu'ils ont eu le même temps matériel que les autres formations politiques? Ce téléspectateur pense que le MRC est quelque part avantagé et qu'on est en train de tout faire pour que vous soyez présent. Très rapidement, je voudrais rappeler qu'on a rejeté nos listes à Yaoundé 6, on a rejeté nos listes à Yaoundé 4 et autres. Donc il ne faut pas ici venir faire croire que la Cour suprême a favorisé le MRC. Le MRC, la Cour suprême a pris les dossiers qu'elle a refusé de prendre, tout simplement. Eh bien, il faudrait qu'on comprenne que le MRC ne compte pas sur la Cour suprême pour gagner les élections. Le MRC, je vous ai donné un exemple patent, le MRC est assez installé à Bankomo. Je sais que le grand frère Barola a des services de renseignement très pointus, il peut se renseigner. Il saura que c'est l'un des endroits où le MRC est assez bien structuré. À Yaoundé 2, nous avons déjà pratiquement gagné la mairie avec Sa Majesté Bilo Efa, que je salue particulièrement. Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'on a un parti de façade ou un parti de juristes. On a un parti qui a des juristes. Il y a un autre qui pense que le MRC se voit beaucoup plus à la télé que sur... Non, justement, je vais vous dire, parce que moi j'ai un franc-parler. On a des militants au MRC qui sont des militants des médias. Quand vous prenez par exemple un certain Sosthène Medal Hippote, il n'a pas de structure, il n'a pas de base. Il a annoncé sa candidature depuis 9 mois au moins, mais il n'est sur aucun plateau. Moi, je vais vous dire, quand je vois par exemple mon ami personnel au Calais Baudé, qui rêve d'être à la présidence de la République, être secrétaire général à la présidence de la République, mais qui n'a même pas pu convaincre 20 militants à être dans ce parti. Mais je dis que vous parlez de vos camarades de parti. Je parle de nos camarades de parti, je dis qu'ils gagneraient énormément à travailler encore mieux. Moi, je dis, il faut quand même être assez radical et assez sincère. Moi, je ne viens pas pour faire la flagornerie, je ne viens pas pour habiller ou pour béatifier des paresseux. Je viens pour dire, nous voulons un parti fort. Moi, je ne suis pas rentré en politique pour m'amuser. Je suis rentré en politique pour être un acteur de décision demain.
Voilà, on va très rapidement accueillir le docteur Yé Ramani, qui est donc politologue et stratège politique, qui nous a rejoint sur le club de la presse. Docteur, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Patrick Yéa et bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les panélistes sur le plateau. Alors, vous êtes arrivé quand nous parlions déjà du premier thème qui nous intéresse dans cette émission, à savoir donc le bilan en mi-parcours du processus électoral en ce qui concerne les législatives et municipales du 30 septembre prochain. On parlait donc du processus qui va des investitures des candidats jusqu'au contentieux préélectoral qui s'est achevé jeudi dernier de manière globale. Quelle analyse peut-on faire de ce processus-là jusqu'au niveau où il se trouve aujourd'hui? Oui, j'espère que vous permettrez aussi que je dise un mot sur le MRC après. J'espère. Après. Si vous en avez, il n'y a pas de souci. Voilà, donc nous sommes là pour parler si vous permettez que je commande d'abord par le MRC, si vous permettez. Allez-y. Vous savez, en ce qui concerne l'analyse politique, je dirais ceci, il faut bien distinguer ce qu'on appelle un parti national et un parti local. Et vous savez, lorsqu'on regarde le Cameroun un peu, on constate que le seul parti national, c'est, n'est-ce pas, le RDPC. On a affaire aux partis locaux. Je peux citer par exemple un parti local comme l'UDC, je peux citer un parti local comme le MRC. Et vous savez... donc le MRC... Un parti local, c'est un parti local. Dans la terminologie technique des sciences politiques, un parti local ou bien un parti clignotant. Qu'est-ce qu'un parti local? C'est un parti qui mise quelques mairies quelque part. Un parti clignotant, c'est un parti qui apparaît à Yaoundé, n'apparaît pas à Djikinémé, qui apparaît plutôt à Bouddha ou dans les Bamboutos. Et ce qui fait que j'ai tout eu à dire, n'est-ce pas, aux militants du MSC qui m'approchent en tant qu'expert en sciences politiques, que, n'est-ce pas, l'agrégation ne fait pas la compétence politique. Donc il faut distinguer le théâtre politique de l'amphithéâtre juridique. Et le champ politique, c'est un terrain. Et j'ai encore eu à le dire que le MSC, malheureusement, n'a pas de leader à sa tête. Il n'y a pas un leader politique au MSC. Il y a certains agrégés. Mais est-ce que De Gaulle était agrégé? Martin Luther King n'était pas agrégé. Donc ce n'est pas avec les coups de droit qu'on peut diriger un pays. Nous avons besoin dans ces pays des gens qui peuvent nous apporter de l'eau à boire, de l'électricité, de la santé et tout ce dont on a besoin pour développer le pays. Maintenant, si vous permettez que je revienne sur le premier sujet. Le contentieux suit son cours normal. Nous sommes dans une phase d'apprentissage démocratique. On ne va pas nous demander de faire comme aux États-Unis. Seulement, c'est en 90 qu'on est revenu au pluralisme. Et vous savez, le contentieux suit son cours. Et c'est normal, la Cour suprême est dans son rôle, en remplacement ou bien provisoirement, parce que le Conseil constitutionnel... Et puis c'est une terminologie, Cour suprême, Conseil constitutionnel, on aura une institution dirigée par des Camerounais. Et je dirais ceci, moi, en tant que simple citoyen, je rends un hommage à la Cour suprême pour le travail abattu. Et le Cameroun ne s'arrêtera pas. Et le Cameroun ne se laissera pas prendre en otage par un parti quelconque. Le non-respect des délais, mais vous savez, il n'y a pas seulement le droit ou ce qui est juridique, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Ce n'est pas la première fois, et le Cameroun n'est pas le premier pays où une instance s'assoit, et après, n'est-ce pas, les délais. La jurisprudence fait foi en droit. Donc le droit n'est pas seulement autoritaire, le droit est aussi souple, il y a aussi le contournement en droit. Est-ce que là, ce n'est pas l'excuse qui est toute trouvée pour faire passer le fait qu'on n'ait pas pu respecter la loi, mais dans la hiérarchie des normes, il y a quand même la loi qui vient avant la jurisprudence. On ne peut pas aujourd'hui faire passer la jurisprudence alors qu'on n'a pas respecté la loi. Non, la loi vient avant toujours. C'est lorsqu'il y a des problèmes qu'on entre dans le cadre de la jurisprudence. Et la jurisprudence fait partie de la loi. La jurisprudence est fille de la loi. Qu'est-ce qui a empêché qu'on applique la loi dans le cadre du code électoral? Mais on a bien dit que ce sont des humains qui travaillent à la Cour suprême. Donc c'est des faiblesses humaines. C'est des faiblesses humaines, bien entendu. Nous ne sommes pas sur Mars, nous sommes sur Terre, nous sommes des hommes. C'est des faiblesses des institutions, c'est pas les faiblesses humaines. Oui, le fait qu'il y ait le fait qu'il y ait quelques heures de retard, n'est-ce pas? Quelques jours. Mais monsieur Foyet, vous avez tout le temps, vous avez assez de médias. On nous a dit que votre parti contrôle toute une presse privée, des chaînes de télévision. Afrique Média? Je ne sais pas si c'est le cas. Sûrement, voilà. Donc, laissez-moi m'exprimer un peu. Permettez-moi. Voilà. Et j'ai eu à dire à un Camerounais qui est aussi de haut de parti que c'est pas parce qu'on contrôle une certaine presse privée
qu'on est compétent pour diriger le Cameroun. Vous suivez un peu. Allez-y. Donc permettez que je parle aussi un peu, au moins sur une télé, que vous ne contrôlez pas. Oui, allez-y, chutez parce que... Oui, je chute en disant ceci. Vous savez, il ne faut pas qu'on prenne les Camerounais en otage. L'agrégation n'est pas une compétence pour diriger un pays. De Gaulle, est-ce qu'il était agrégé? Martin Luther King, est-ce qu'il était agrégé de droit? Mandela, est-ce qu'il était agrégé de droit? Là, vous parlez de M. Kamto. Oui, mais puisque je vous ai trouvé en train de parler de lui, je n'ai pas inauguré. Voilà. Le président Biya a-t-il les compétences pour gérer ce pays? Non, écoutez, on s'attaque à votre président pour rien. Oui, vous allez réagir. On vous a compris. Oui. Je remercie le fait que l'expertise est venue d'un jeune brillant camerounais, bien connu, avec sa bonne structuration académique, pas des approches linguistiques ou bien littéraires, un peu façonnées avec une maçonnerie, je voulais dire du constitutif, je dis souvent que ceux qui vont composer les professeurs à travers les maisons et créer des docteurs à travers leurs ruines ne paieront que le prix de l'histoire. Je ne dis rien à personne ici, chacun peut se connaître. Alors pour dire simplement que j'ai remercié le fait qu'ils disent que le droit peut être souple. Nous sommes dans une école de démocratie en pleine installation, ça veut dire qu'un apprentissage est idoine, c'est normal. Maintenant, en ce qui concerne Mutation, qui est le support médiatique de M. Kamto, et il est éditorialiste là-bas, sauf si vous voulez me défaire de cela, son coéquipier à Yangma est le président du conseil d'administration, et disons qu'au même moment, il est élitiste dans la... Disons, quand je dis élitiste, c'est une structure un peu en difficulté, la citoyenne d'assurance, pour dire que c'est ça la marque désignée. Pour dire, M. Kamto part de sa ligne éditoriale pour être au ministère en tant qu'entité publique, ministre. Vous comprenez à peu près. Comme vous voulez ou pas. Bon. Non, s'il vous plaît. On va y arriver. On va y arriver. Vous ne pouvez pas nous défaire de cela. C'est l'histoire qu'on est en train d'écrire pendant qu'on parle ici. Donc, maintenant, M. Kamto, qui nous doit de l'argent, je le dis pour que tout le monde comprenne au quartier. Assumé. Bon, je l'assume et je l'ai toujours assumé ailleurs. Kamto m'a jamais défait de cela, c'est-à-dire jusqu'à maintenant. Je voulais simplement dire ceci. Kamto a quitté le train, comme il a si bien dit, il n'est pas leader pour aller se cacher derrière un parti politique parce qu'il a peur des procès. Parce qu'il veut qu'on dise que c'est un leader qu'on a interpellé. Pourquoi Kamto, quand il touchait l'argent indûment à travers son cabinet de consultation, comment vous appelez, Brent Trust a touché de l'argent indûment. On peut donner des chiffres. Vous comprenez à peu près. Vous ne pouvez pas être au même moment. Dans l'administration, vous gérez les feuilles de mission. Au même moment, vous avez un cabinet de consultation. Quand il a su que M. Biya devrait, comme au même titre que Amadou Ali, lui poser des questions pour la gestion, il a quitté le train. Il a dit, je suis devenu leader. J'ai des confusions. Est-ce que c'est le professeur Fogui qui a créé le MRC ou c'est M. Kamto avec? C'est ça le problème. Parce qu'il y a un problème. C'est mal vendu le MRC. Vous ne connaissez pas en fait. Non, je le sais. Je sais que c'est M. Fogui qui a replâtré une protection autour de Kamto qui devra répondre. Parce que je vous rappelle que Fogui contribue aux consultations d'Ambrent Strauss dans le cabinet de M. Kamto. Il faut comprendre ça. Et comme ils sont des collaborateurs, ils peuvent défendre les mêmes intérêts. Pourquoi pas son patron? D'accord. Denis n'a pas pris la parole depuis parce qu'on va sortir de ce sujet pour parler de la situation à la frontière. Oui, on parlait du bilan. Je voudrais dire qu'on peut parler du ministre Kamto comme on peut parler de la classe politique camerounaise. Pour la plupart, ils ont géré les fonds publics et la plupart ont des comptes à rendre à l'État. Notamment. On ne peut pas aujourd'hui faire du cas du ministre Kamto un cas d'école. Je pense que... On a parlé de Amadou Ali aussi. On peut citer des hauts responsables qui ont détourné la fortune publique. Je n'irai pas jusque-là. Le président est protégé par le sceau de l'immunité et c'est le chef de l'État du Cameroun. Non, on fait en parler. Je ne peux pas arriver jusque-là. Ce que je veux dire, c'est que, et je suis d'accord avec ce qui est dit, la justice camerounaise, on doit lui rendre hommage au nom de ce contentieux électoral. Moi, j'ai vu des magistrats qui ont travaillé du matin au soir, parfois 2 jours sans arrêt. C'est jamais vu. Je pense que il faut le dire,
Et pour le MRC, je pense également que justice a été rendue parce que le MRC a eu gain de cause dans plus d'un cas. Ce que je voudrais dire, mais pour moi c'est ça qui est important, je reviens là-dessus, au-delà du contentieux électoral, au-delà de tout ça, ce qui est en ligne de mire, c'est le double scrutin du 30 septembre prochain. Et il y a des dossiers, un ensemble de dossiers qui sont sous-jacents. Les Camerounais ne prennent pas les cartes d'électeurs et des cartes d'électeurs. Il y a un processus qui est en panne. Il y a une sorte de divorce entre les Camerounais et le processus électoral. Il faut aujourd'hui penser à tout ça. Parce que, au-delà de ces personnalités qui aujourd'hui, est-ce que ce sont ces personnalités qui font que les Camerounais... Je pense que c'est un mauvais militantisme. Demander à un Camerounais de dévoyer son devoir et lui demander, lui faire à la limite des supplications qu'il aille chercher sa carte d'électeur, ça veut dire que même si Biya, qui est aujourd'hui a posteriori sur le poteau, même si c'est un autre qui viendra, ils poseront les mêmes problèmes. D'où ben oui, c'est celui qui posera le même problème. Peut-être, mais on peut réfléchir. L'État a le devoir de réfléchir. On peut par exemple l'imposer comme carte. Ailleurs, ça l'est fait. Où on demande aux citoyens de manière obligatoire d'avoir une carte d'électeur. Je pense que l'État, en tout cas, nous ne pouvons pas continuer à accepter que les gens qui dirigent notre pays ne soient pas légitimes. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que des gens qui dirigent notre pays aient à rendre compte devant la justice. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que notre pays soit dirigé par des imposteurs. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Vous dites tantôt qu'il y a des gens qui ont des comptes à rendre à l'État et qui sont aujourd'hui cachés par la politique. Il faut qu'ils rendent compte. Nous ne pouvons pas. Et quelle est la sanction de l'État? C'est le vote. Et il faut que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Il faut que l'État arrive. Qu'ils comprennent que c'est leur devoir. Il s'agit d'eux, il s'agit de leur affaire. Il ne s'agit pas simplement des apparatites qui dirigent le pays, qui ont le temps de jouer avec la fortune publique, mais que ce pays appartient au peuple. Et si le peuple camerounais ne reprend pas sa responsabilité, son devoir de souveraineté, je crains le pire. Voilà, on va sortir de ce thème pour évoquer très rapidement à quoi pourra donc ressembler la prochaine campagne électorale. Maintenant qu'on a vidé le contentieux préélectoral, est-ce qu'on peut s'attendre à des joutes politiques intéressantes dans cette ambiance qui est déjà lancée? Bien sûr, le joug politique serait intéressant parce que beaucoup de partis politiques sont en course. Vous suivez un peu. Donc, et vous devez savoir, on n'a pas besoin d'être un démiurge ou bien un magicien pour le savoir. Et le RDPC, par exemple, je ne suis pas militant du RDPC, mais c'est la réalité. Il y a 33 députés. Vous savez, vous le savez. Alors, donc vous n'allez pas dire que les 33 députés, là où les militants de l'opposition sont représentés, sont illégitimes. Vous n'avez pas dit ça, j'espère. Maintenant, au niveau des mairies, le RDPC, il y a plus de 100 et poussières de mairies. 120. Donc, 120. Donc, on s'achemine déjà, n'est-ce pas, à une victoire du RDPC, écrasant du RDPC. Donc, on n'aura même pas besoin de dire... l'obésité du RDPC. Oui, l'obésité. Oui. Attends, l'obésité. Excusez-moi, permettez-moi, vous aviez la parole. Oui. Alors, donc pour vous, c'est lorsque c'est un Camerounais que vous traitez de, je ne sais pas, d'illégitime, seront au pouvoir, qui aura la légitimité démocratique. Donc pour vous, tant que le peuple renouvelle son soutien aux militants du RDPC, c'est l'illégitimité. Non, soyons sérieux. Ce sont tous des Camerounais, soyons sérieux. Donc la campagne électorale commence le 14 ou le 15. Vous suivez? La campagne électorale commence le 14 ou le 15. Nous préférons, n'est-ce pas, qu'actuellement, en tant que stratège, que les gens se mettent au travail. Parce que la politique, ce n'est pas un espace d'amphithéâtre. La politique, permettez-moi une minute. Oui. Je demande une seule chose, par exemple, que le calendrier politique soit connu. d'avance. Ce n'est pas une affaire de RPC. Mais le calendrier politique est connu. Non. Écoutez, je vais vous dire une chose. Les candidats qui sont venus dans le cabinet de stratégie politique, mais on dit qu'ils s'est préparé depuis 5 ans à être député. Vous suivez un peu. Vous connaissez les dates, le 30 septembre. Mais comptez 5 ans. Non, ne diabolisons pas comme nous. On a eu des rallonges de mandat. Les rallonges sont légales. C'est légal dans tous les pays du monde. Les rallonges sont légales. Ce n'est pas l'illégalité. Vous suivez un peu. Vous savez. Le consensus électoral se construit. Le consensus se construit avec ceux qui sont au Parlement. Le pays nous appartient tous, cher ami. Bien sûr. Devenez député, donc vous irez au Parlement débattre. Comment il faudra pour devenir député quand le processus est bouclé? Mais quand vous n'êtes pas candidat sur 33 régions, sur 33 sièges. Voilà.
Hein? Donc il reste seulement quelques 40 sièges. Ok, le débat est intéressant, mais nous allons... La politique, il faut être capable. Quand vous voulez faire la politique, soyez capable. On va s'arrêter. Eric Fouet, une dernière chose pour sortir, parce que le temps nous tient à la gorge. Pourquoi en 32 ans, ce régime n'a pas pu faire grand-chose? Pourquoi le président Ahidjo était un président qui a mis très peu de temps, mais qui a réalisé beaucoup de bonnes choses? Permettez, pourquoi est-ce qu'on a tellement de stratèges en politique qui n'arrivent pas à construire cette nation par un mur qui peut tenir 50 ans? Quand vous étudiez, vous suivez le camarade Ramani s'exprimer, vous comprenez très bien ce que le problème. Non, c'est un futur camarade du MSC, j'en suis certain. Le MSC va recruter là. Vous parti imaginaire. Permettez-moi de... Vous êtes déjà en campagne là. Vous prenez mon temps de parole. Je vais vous dire, je dis ceci, je suis quand même assez surpris. Quand on est dans un débat politique, et que dans ce débat politique, vous ne trouvez pas la possibilité pour un parti politique de se structurer. Vous ne trouvez pas la possibilité de s'exprimer. Vous ne trouvez pas la possibilité même d'aller voter. Vous dites qu'on est en train de construire une démocratie. Les médias, la presse, la télévision, on construit quelle démocratie? J'aurais aimé que mon camarade Ramani soit un peu plus lucide et qu'il constate qu'au-delà de miroiter quelques nominations, il peut construire le pays en donnant des analyses un peu plus pertinentes. Il faut comprendre que en ce moment, le processus électoral n'est pas bon. Il est reconnu même par les militants du RDPC. Donc il y a problème. En ce moment, le calendrier électoral n'est pas connu. Et il y a une espèce de goulot d'étranglement qui empêche les acteurs politiques de s'exprimer encore mieux. Je suis d'accord que les partis politiques devraient mieux se structurer. Je l'ai dit d'entrée de jeu, vous n'étiez pas là. J'ai dit même que au sein même de ma formation politique, qui est peut-être la seule formation politique d'opposition, il faudrait encore... Oui, quand vous prenez le PS, c'est un parti fantaisiste. Il n'y a pas d'autres militants. Moi, je voudrais dire qu'il faut quand même être assez sérieux. Le MRC a besoin de mieux se structurer, c'est vrai, mais il se structurera mieux avec l'expertise des personnes aussi intellectuelles que vous, qui n'auront pas un penchant pour la démocratie. Moi, j'aimerais qu'il y ait un challenge, qu'il y ait un débat politique où on peut poser des idéaux, des courants de pensée, et que le peuple puisse juger. Mais si d'office, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de compétition, le RDPC s'en va gagnant. Oui. Mais il faut comprendre que les jeux sont occupés. J'ai la virgule. Ok, juste un mot. Je voulais simplement repenser. On va faire un tour de table. Je voulais repenser que la classe jeune, qui se veut être une classe sérieuse, à travers la politique camerounaise, devra définir, disons, c'est donné. Pourquoi? Parce que quand on peut dire que le parti républicain qui représente le plus grand parti, je vous rappelle que c'est le seul parti où on peut trouver un membre du bureau national du RDPC, parti au pouvoir dans la composante, qu'on peut retrouver un membre du comité central. Nous ne sommes pas là pour faire, disons, de cela. Ceux qui savent apprécier peuvent apprécier. Bon, la deuxième chose que je voulais dire ici, le MRC est un parti boutade, parce que nous ne connaissons pas qui est le fondateur d'abord. Monsieur le professeur Fogoué, je ne sais pas s'il a vendu son parti à un fonctionnaire qui est en pleine course, comme ça, et qui ne veut pas aller répondre de ses actes devant la justice. Il s'appelle monsieur Kamto. Nous allons voir. Bon, nous voulons aussi savoir que la diatribe que nous avons sur ce plateau, je peux être par exemple un ingénieur statisticien, non, informaticien, et que j'ai gagné le module de contenance au niveau des installations de communication et que je viens défendre la cause de ce parti ici. Je peux être de mutation et que je sois une mutante à travers les loyaux non échus. Je n'ai rien dit. Okay, voilà, je suis en train de dire. Je suis en train de chuter. Voilà. Je n'ai rien dit. Est-ce que j'ai cité quelqu'un? Je n'ai pas cité quelqu'un. Ouais. J'ai dit... Je dis simplement que mutation nous doit encore les loyer au niveau de du CANSIC. Je prends ainsi en otage monsieur le ministre Lekene Donfak. Vous qui, monsieur Banla, nous doit les loyer, je parle. Nous doit les loyer. J'aime bien illustrer. Nous doit les loyer parce qu'à travers le CANSIC, disons que, comment vous appelez ça, la SIC, la SIC, c'est ce que je voulais dire parce que je suis quand même la collecte des dîmes publiques. J'y suis structuré ici. Bon, donc, maintenant, le problème qui est là-dedans, c'est quoi? Laissez que M. Kamto soit jugé, parce que l'histoire de Bakassi est déjà remontée en surface. M. Yap, le président, attend la transmission par le ministère d'expertise, le MINCONSUPE, qui a déjà épinglé comment vous l'appelez, M. MSC, je vous l'appelle MSC, hein, avec son compagnon, Amadou Ali. Hein? Non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ça. Les procès, on en a eu, on les gagne toujours. Hein? Donc, il n'y a pas un problème en tant que tel. Je dis que si M. Kamto ne veut pas être jugé, qu'il nous remette notre argent, comme on dit au quartier. Voilà. Et là-bas, je crois que le juge d'opportunité, c'est disons que
le président du tribunal, M. Yap, il pourra en faire. Donc, on va s'arrêter là, s'il vous plaît, parce que le temps de l'émission est pratiquement terminé. Juste le temps pour nous de parler du deuxième thème qui concerne donc l'incident malheureux qui est arrivé cette semaine à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine, où un officier de police camerounais a été criblé de balles par des rebelles centrafricains qui ont traversé la frontière armes au poing pour venir donc régler des comptes en terre camerounaise. Et on nous annonce du côté du gouvernement que le calme est revenu au niveau de la frontière qui a été fermée. Nous ne savons pas si ça l'est toujours. Alors on va permettre à chacun de faire un petit commentaire très bref puisque le temps nous est très très court sur la question. Alors Denis Omba, comment est-ce que la nouvelle a été accueillie? Quelle analyse? Comment comprendre que des étrangers viennent au Cameroun, abattent un officier et repartent tranquillement sans être inquiétés? Je voudrais en premier adresser mes condoléances à la famille de ce Camerounais qui a été lâchement tué par des brigands centrafricains. Je voudrais dire que le sentiment que j'ai eu lorsque j'ai appris la mort de ce commissaire de police, c'est un sentiment d'un Camerounais qui est mal à l'aise par la politique de la gestion des frontières au Cameroun. Cela n'est pas nouveau, c'est assez récurrent. Je pense que de manière générale, la région de l'Est Cameroun est régulièrement attaquée par des bandits qui viennent de la Centrafrique. Et ces bandits sèment la terreur dans cette partie du Cameroun. Moi, j'ai du mal à comprendre comment l'État est resté jusque-là tendre sur ces questions-là. Je pense qu'il faut, au-delà de la fermeture des frontières, une certaine fermeté. Parce que lorsque vous avez un État voyou, c'est le cas de le dire, comme la Centrafrique, je ne sais pas si cet État a un pouvoir en place. En tout cas, ceux qui sont au pouvoir en Centrafrique sont des bandits. Ce sont des gens qui sont arrivés au pouvoir par des armes. Et donc, qui jusque-là ne jouissent pas encore de toute la sympathie nécessaire. Lorsque vous avez un voisin qui est voyou comme ça, je pense que notre État doit prendre des dispositions sécuritaires qui vont au-delà de la fermeture des frontières. Je pense que notre pays doit aller au-delà avec ses pays voisins. Vous savez, dans la sous-région, des Camerounais sont régulièrement traités comme des personnages, des non grata. En Guinée équatoriale, c'est régulier. Au Gabon, nous sommes pourchassés. Et je trouve que notre volonté de paix, notre volonté de construction de l'amitié avec nos voisins est parfois battue en brèche par nos voisins qui ne respectent pas ces idéaux-là. Je pense que le chef de l'État doit prendre des mesures avec ces États voyous. Nous avons des unités de défense qui travaillent dans cette zone-là. C'est peut-être le cas parce que ce qu'il faut dire aussi, et on ne le dit pas assez, c'est que des armes circulent dans cette zone. Les Centrafricains viennent vendre beaucoup d'armes là-bas. Et cette zone est une véritable poudrière. Il faut qu'on se méfie de l'Est. Il faut qu'on fasse attention à cette zone qui est une zone de transit. Lorsqu'à chaque fois on laisse des ennemis comme ça rentrer, on ne maîtrise pas ce qu'ils viennent faire et ils posent des actes comme cela. Il faut que le pouvoir en place fasse, je pense, tout ce qu'il faut pour resserrer nos frontières. J'en profite également pour signaler que nous sortons de Bakassi, nous sortons d'un sommet sur la sécurité maritime. Je pense que tout ça doit amener notre pays à se réinterroger sur la manière dont le triangle national est sécurisé et les mesures qu'il faut prendre. Je pense que ça ne fait aucun mal pour un État comme le Cameroun d'inquiéter, de rappeler à l'ordre ses voisins. Donc vous partagez l'idée selon laquelle il fallait riposter aussi. Il fallait riposter. Je pense que notre pays gagnerait à donner des signaux. Nous avons un dispositif militaire qu'on nous brandit tout le temps le 20 mai. Je rends hommage à ces hommes qui font un travail important. Je pense que c'est l'occasion de mettre en valeur, n'est-ce pas, nos forces de défense. Il faut, je pense, régulièrement donner des signaux. Il ne faut pas que nos pays voisins, il ne faut pas que les États qui nous entourent pensent que le Cameroun est un terreau fertile où n'importe quel bandit peut rentrer, venir tuer qui il veut. Voilà, Eric Foyette, votre réaction? Oui, vous partagez cette lecture? Oui, beaucoup plus. Mais je voudrais quand même dire qu'on est en 2013. Le budget de la défense est l'un des plus costauds budgets que l'État du Cameroun a. Prévenir vaut mieux que guérir, gérer c'est prévoir. Et je crois qu'en 2013, un système de caméras de vidéosurveillance thermique, je parle là de ce que je connais, qui coûterait à peu près 50 millions pour la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique, calmerait beaucoup le cœur des citoyens qui nous écoutent et du président de la République lui-même. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on achète rapidement des très grosses voitures dans ce pays à des centaines de millions, mais je crois qu'on peut dépenser quelques
quelques dizaines de millions pour sécuriser nos frontières avec des caméras thermiques qui signaleront le moindre mouvement à chaque... mais là, il s'agit d'un problème d'effectifs. L'officier de police on n'a pas besoin d'effectifs parce qu'il s'est retrouvé tout seul face à des rebelles armés de Kalachnikov. Justement, s'il y avait ce système, il aurait eu une alarme qui lui signalerait qu'il y a problème. Il se serait peut-être mieux préparé pour accueillir ces bandits qui ont vidé leur chargeur. Parce que 32 balles, vous devez savoir que ça vide un chargeur de Kalachnikov. Donc, on a voulu volontairement laisser les frontières du Cameroun dans cet état. C'est pratiquement la même chose au nord du Cameroun où c'est les Français qui viennent nous sécuriser, ce qui ne me rassure pas personnellement. Mais je crois qu'il y a de l'expertise au Cameroun. Il faudra à un moment donné qu'on donne de la valeur à cette expertise, qu'on ne pense pas toujours qu'en allant acheter des diplômes en France et autres, ou en allant négocier avec des structures parallèles, on peut arriver à couper le budget de l'État indûment et à faire croire aux Camerounais qu'on fait beaucoup pour la sécurité. C'est assez inconcevable que même au ministère de la Défense au Cameroun, il y ait très peu par exemple de caméras, il y a très peu de technologies de haute sécurité, mais encore qu'on sait aujourd'hui que ça ne coûte pas très cher, je ne dis pas cela parce que c'est mon domaine. Je dis cela, parce que de nos jours, il est quand même assez important de se mettre à la page avec les systèmes de sécurité comme ceux-là qui empêchent et qui réduisent un certain nombre d'incidents. Je crois que ne serait-ce que les images de ces assaillants au Cameroun auraient beaucoup servi aux BIR et autres services pour pouvoir mieux traquer, mieux savoir quel type d'individu, quel type d'armée est-ce qu'on a à faire. Alors, Georges Gilbert Banoula, d'aucuns pensaient que si ça avait été un Français qui se faisait abattre de la sorte, le Cameroun allait immédiatement réagir très rapidement, puisque là, l'OTAN est parti. Non, je voulais simplement dire que, vous savez, il y a quand même ce qu'on appelle le protocole militaire, ça veut dire que les accords diplomatiques militaires qui ne nous permettent pas d'être un peu un État barbare dans tous les postes frontaliers. On a pu à un moment trouver quelques incidents. C'est un incident, on ne sait pas parce que celui qui est mort aujourd'hui s'est retrouvé là et que nous pensions que ce n'est pas important. À Bakassi, il y a eu ça. Il y a eu toujours, disons, ces affrontements, mais l'État gère ses hommes, gère ses ressources avec un bémol, avec un cahier de charge. Sinon, nous allons faire une guerre fratricide ou frontalière tout le temps à chaque voisin. Je ne pense pas qu'on ne puisse pas gérer ça avec beaucoup de tact. Et j'estime que c'est quelques bandits, je vais prendre plus son temps, bandits qui se sont infiltrés dans ce qu'on appelle... la Séléka? Non, l'ancien Séléka. Parce que Séléka, c'est pas... en fait, n'est pas idoine. L'armée, je préfère qu'on parle de l'armée centrafricaine. Vous comprenez, Séléka, c'est un paroxysme, ça. Je voulais simplement dire qu'il ne faut pas que les gens animent cet débat. Depuis que M. Bozizé est devenu un Français avec le micro sur RFI, parce qu'il faut savoir que depuis, il est sous le régime HCR. Quand vous êtes là-bas, vous n'avez plus besoin, vous attendez qu'on vous donne du riz, un peu de haricots. Vous n'êtes plus un citoyen normal qui va à ses occupations. Donc, ça fait qu'il parle beaucoup et pour rien. Aujourd'hui, il n'est plus dans la course. Quand on discute dans son territoire avec tout un régiment, une situation. Donc maintenant, depuis qu'il est là, il anime un certain comportement. Je voulais profiter de ce micro pour dire qu'il y a des gens qui animent des comportements parce que les factures de Bozizé n'ont pas prospéré. Parce qu'ils ont fait des prestations de services. Ça n'a rien à voir avec un intérêt d'une nation. Il faut dépasser ça. Je connais un certain nombre de personnes qui pensent que, comme Bozizé est parti, leur facture étant bloquée, l'autre ne va pas venir payer, l'administration est continue. Et je prie comme ça tous ces Camerounais ou tous ces gens qui sont mitoyens aux affaires centrafricaines que, à temps opportun, il y aura des solutions. Maintenant, la politique ne peut pas prendre un coup parce qu'ils vont faire des tracts. Parce que ce problème dont vous voyez là, il y a déjà le désarmement, il y a eu des gens qui meurent. Ça veut dire que des gens qui veulent qui deviennent des imposteurs, on tire les armes, on leur dit, monsieur, on n'est pas d'accord avec ce que vous posez comme acte. Et je continue à vous dire, quand quelqu'un respecte son aîné, il faut savoir qu'il respecte quand même une logique. Monsieur Djoudjodia a droit de citer parce qu'il s'est plié vers ses pairs africains, malgré qu'il soit entré d'une manière forçable, mais il s'est plié
Et ces peuples sont en train de l'écouter. C'est aussi ça la diatribe africaine. Ok, docteur, un mot sur la situation à la frontière Cameroun-RCA. Oui, je tiens d'abord à rendre un hommage à la famille du défunt, notre concitoyen qui est décédé. Et c'est vraiment déplorable. Je crois qu'il faudrait qu'on essaie de protéger mieux notre frontière avec la Centrafrique. Mais cela n'est qu'un effet d'une cause. Vous savez, quand on met en place un régime, je dirais, anarcho-despoto-démocratique et transitionnel en RCA, ce n'est pas facile, n'est-ce pas, de contrôler toutes les troupes. Et puisqu'il y a une absence d'autorité légitime sur le territoire centrafricain, je ne dis pas que l'ancien était assez légitime. Ça veut dire qu'il y a des troupes qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne maîtrise pas. Vous savez, quand on ne maîtrise pas les troupes, on ne peut s'attendre qu'à ces genres de, n'est-ce pas, désagréments. Mais je voudrais rebondir en disant ceci. Autant les Centrafricains ont le droit d'exister, les Camerounais ont aussi le droit d'exister. Donc la frontière, à ce que je sache, en géostratégie, n'est pas l'appartenance d'un État, mais c'est juste une transition entre deux territoires. Et moi je souhaiterais qu'à l'avenir, vraiment, l'État camerounais puisse, n'est-ce pas, contrôler, n'est-ce pas, sa frontière. Parce que la stratégie politique, avec mes camarades, comment... Vous laissez conclure, l'émission est terminée. Mais il y a quelque chose d'important. L'émission est terminée. Est-ce qu'on mettra les caméras dans les maisons en calabote? L'émission est terminée, allez-y, continuez. Oui, je dirais donc que je ne serai pas dans une entreprise guerrière comme mon vis-à-vis que je respecte beaucoup. Je n'appelle pas à la vengeance, mais je souhaiterais seulement qu'on soit tolérant, que ce soit vis-à-vis de nos compatriotes au Cameroun, qu'on soit aussi tolérant envers les Centrafricains et que de temps en temps, on comprenne que ce n'est pas la vengeance guerrière qui va résoudre les problèmes, mais que nous sommes amenés à cohabiter ensemble en tant qu'État voisin, en tant que pays frère. Je vous remercie. Voilà, merci donc à tous d'être venus. Denis Omba, Georges Gilbert Banla, Eric Foyette et Yé Ramani qui est politologue. Merci à tous les quatre d'être venus, mesdames et messieurs, vous également qui avez pris de votre temps pour nous regarder. On vous dit merci. Cette émission est en rediffusion tous les dimanches à partir de 11h30. N'oubliez pas, le débat panafricain, c'est aussi demain dimanche. Cela se passe bien sûr sur Afrique Média au nom de toute l'équipe technique. Je vous dis merci. Restez sur la télévision panafricaine car le meilleur, c'est ici et nulle part ailleurs. Au revoir et à samedi prochain, s'il plaît à Dieu.